Le dit ne va pas sans dire. Une émission proposée par Michel Fournier. Sur Radio Pinode, Michel Fournier nous invite une nouvelle fois à la rencontre. C'est notre 9e émission. Michel, qui as-tu invité ? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Christine Delbar. Alors vous êtes psychologue clinicienne installée à Mulhouse. Votre pratique se réfère à la psychanalyse en nourrissant vos approches des travaux de praticiens célèbres comme Freud et Lacan bien entendu, mais aussi Winnicott, Dolto, Green, Melanie Klein et quelques autres plus contemporains. Ce qui m'a intéressé dans votre parcours, c'est qu'il n'a pas été en ligne droite depuis la fin du lycée vers l'université. En effet, vous avez zigzagué, ondulé dans le temps et dans l'espace du monde, avant d'aller poser une assise que vous cherchiez à ce moment-là sur les bancs de la faculté de Paris 8. Et ce fut alors une rencontre, une nouvelle rencontre avec l'inconscient, le vôtre d'inconscient, dont on essaiera de donner tout à l'heure une définition autant que ce soit possible, parce que c'est pas évident, cette affaire-là. Mais avant cela, pourriez-vous nous dire en quelques mots à quoi cela correspond-il quand on parle de psychologue clinicienne, pour les auditeurs notamment qui n'en connaîtraient pas les circuits ? Est-ce que c'est par opposition à des psychologues qui ne seraient que théoriciens, ou à d'autres qui auraient une approche plus organiciste, voire spécifiquement neuroscientifique des symptômes psychiques ? Ou bien est-ce que c'est une orientation que l'on prend à la fin des études de psychologie et que certains décident en fonction de leur propre sensibilité, en fonction d'éléments qu'on pourrait dire tracteurs dans leurs économies psychiques, autrement dit dans la façon dont ils envisagent de travailler et avec quel référentiel théorique. Rappelons peut-être juste que ce qu'on appelle clinique, justement, se réfère autant au grec clini qu'au latin clinus, le lit, c'est-à-dire par métonymie à une personne alitée par maladie, ou peut-être plus précisément dans les affaires qui nous occupent ici, qui aurait un mal à dire ou un mal dû dire. Un peu dans l'idée que le symptôme psychique, même quand il se traduit par une expression physique, est une sorte de création, une expression d'un conflit logé dans les pensées les plus intimes et qui a la possibilité de se laisser entendre. Faisant du coup un écho au titre de cette série d'entretiens radiophoniques, le dit ne va pas sans dire, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un dit de surface peuvent se trouver des dires qui en diront un peu plus qu'il n'y paraît. Alors Christine Delbar, je vous laisse la parole un peu. Psychologue clinicien, c'est très souvent associé au terme de souffrance psychique, de psychopathologie. Voilà. Le psychologue clinicien, c'est quelqu'un qui est intéressé par les questions autour de la souffrance psychique, de la psychopathologie. Voilà. C'est quelqu'un qui est réputé compétent dans le domaine du soin, de la psychothérapie. Voilà, ça c'est des points qui différencient le psychologue clinicien des autres types de psychologues, puisque effectivement, lorsqu'on décide de faire des études de psychologie, on commence par une licence. La licence est toujours généraliste et elle ouvre à tout type d'études en tant que psychologue qu'on va spécialiser dans le master. Et il y a donc des psychologues du travail, des psychologues, la psychologie sociale, psychologie du développement, et donc il y a neuropsychologie également, et la psychologie clinique. Ça concerne donc des professionnels qui souhaitent travailler du côté du soin psychique. Alors bien sûr un psychologue du travail qui va par exemple travailler au sein de départements de ressources humaines ou à la NPE, à Pôle emploi, etc. Bien sûr, s'intéresse à la question de la souffrance humaine, mais dans un domaine psychique, dans un domaine précis, autour de la question du travail, des organisations, de comment ça fonctionne dans les organisations. Le psychologue clinicien, il se centre
sur la question de la souffrance psychique dans sa généralité, ce que moi j'appelle la douleur de vivre, hein, qui fait partie de tout être humain et qui est pour certains plus aiguë que pour d'autres. Voilà. Donc voilà. Mais ceci dit, j'ai vérifié, tous les psychologues peuvent s'installer comme psychothérapeutes. Simplement, ceux qui n'ont pas le titre de psychologue clinicien doivent faire un petit stage complémentaire en psychopathologie, dans ce domaine-là, s'ils ne l'ont pas fait pendant leurs études. En institution, en hôpital. Exactement. Voilà. Hein. Voilà. Et pour ce qui me concerne, quand je suis entrée en licence, c'était avec la décision. Je voulais faire un master de psychologie clinique, mais certains étudiants entrent en psycho, surtout à 18 ans, c'est très difficile de se représenter ce métier à 18 ans, et qui, à la fin de leur L3, de leur 3e année de licence, vont décider à ce moment-là quel master ils vont faire. Voilà. Alors, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur le parcours, sans tomber dans une espèce de définition trop rude, qui serait extraite d'un dictionnaire ou quelque chose au contraire de trop vulgarisé, comment on pourrait esquisser les contours de l'inconscient ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Alors bon, c'est vraiment une question difficile. On peut prendre la question de l'inconscient par différents angles. Hein, et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les psychanalystes qui travaillent sur la question depuis, on peut dire maintenant plus de 120 ans, puisque Freud a publié l'interprétation des rêves en 1900. L'inconscient, c'est à la fois un lieu et un processus. Hein. Un lieu... c'est peut-être assez facile de se représenter ça. Freud, il a imaginé un espace précis dans le psychisme qu'il a appelé l'inconscient, à côté du préconscient et du conscient. Un lieu qui conserverait, stocké, nos pensées interdites, agressives, sexuelles, des choses en tout cas qui ne doivent pas parvenir à la conscience. Et ce lieu serait gardé par un gardien, que Freud a appelé la censure, qui va laisser ou non passer les informations. Comme un filtre, une espèce de frontière, de douane. Ouais, de douane, oui. Donc je trouve que c'est une façon de se représenter l'inconscient finalement assez concrète. Hein. Mais c'est bien plus que ça. Hein. Freud a développé également toute la question du processus de l'inconscient, c'est-à-dire que l'inconscient, c'est pas quelque chose de fixe, voilà, hop, j'ai mon inconscient et... Non, l'inconscient, c'est dynamique. L'inconscient, pour citer un célèbre ouvrage de Michel Fornet, ça nous parle, et l'inconscient pense. Hein, il se constitue dans la petite enfance, hein, dès la naissance, on dit même peut-être maintenant pour certains dès la vie fœtale, mais en tout cas dès que le petit homme entre dans la vie terrestre, et il fonctionne de façon dynamique, c'est-à-dire qu'il y a ce que Freud appelait le refoulement, qui est actif, c'est pas un mouvement passif. Hein, il filtre, comme tu dis, comme vous dites, constamment toutes les perceptions, toutes les pensées, et comment on les traduit en pensées, toutes nos pensées. Au fond, c'est une sorte de flot de stimulation psychique, oui. Qui viennent Freud disait endogène et exogène, oui. C'est-à-dire tout ce qui de l'extérieur ou de l'intérieur du corps même, parce que des fois on a des drôles de perceptions, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ceci vient faire comme une sorte de charge de pensée, de charge émotionnelle, et qu'ensuite il s'agit de décharger d'une façon ou d'une autre. Oui.
En fait, moi, ça me fait penser à qu'est-ce qui fait qu'on perçoit justement l'inconscient. Qu'est-ce qui fait ce que Freud a appelé les productions de l'inconscient. C'est-à-dire que la barrière, elle n'est pas complètement étanche. Et puis le douanier, comme vous proposez, effectivement, parfois quand même, il baisse un peu la garde, il laisse un petit peu passer. Donc, c'est les exemples connus des lapsus, par exemple, des rêves et des symptômes. Alors, je vais prendre les choses un peu dans l'ordre. Pour les lapsus, il y a un livre très célèbre de Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne. Et, celui-ci est célèbre, le mien ne l'est pas du tout. Par rapport à mon allusion. Et bon, on peut citer un exemple tout simple que Freud avait donné d'un homme qui regarde le décolleté d'une dame qui le reçoit dans sa maison, une rencontre tout à fait bourgeoise et bien pensante. Il veut être poli, cet homme, et donc il dit à cette femme votre maison est très bien décolletée, au lieu de votre maison est très bien décorée. Bon, voilà, donc ça c'est un lapsus. Voilà. C'est-à-dire que là, il y avait quelque chose qui, dans son inconscient, cherchait à se dire. Il était excité, on pourrait dire, parce qu'il était en train d'observer. Et évidemment, la censure dont vous parliez avant, c'est un peu la bienséance. On ne dit pas des choses comme ça aussi directement. Et du coup, c'est ce qui est génial avec les lapsus, c'est que ça va à une vitesse incroyable, avec une précision incroyable, où on va chercher un mot, sans le savoir, qui va pouvoir dire les deux. C'est-à-dire que le décoré qui lui est venu dans son idée était tout près de ce qu'il avait envie de dire réellement. Donc c'est exactement ça, oui. Puis-je poser une question? Oui. Je me permets, Christine. Est-ce que le douanier baisse la garde ou est-ce que l'inconscient déborde? Oui, effectivement, le mouvement actif est là également. Oui, on peut j'aimerais dire les deux, mon capitaine. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il baisse la garde, par exemple, pendant la nuit. Les rêves, voilà. C'est vraiment une illustration de cette baisse de la garde et de la production comme ça d'idées sans queue ni tête, dit-on un peu vite. Oui, les rêves, c'est un très bon exemple aussi. Par exemple, j'avais lu dans un ouvrage un exemple d'un rêve d'ascenseur. Bon, voilà. Je ne sais plus exactement le contenu du rêve, mais en tout cas, dans la façon dont le rêveur sur le divan, puisqu'il était en analyse, a déchiffré son rêve, il est remonté sur la question de 100 sœurs, c'est-à-dire qu'il a effectivement perdu une sœur des années avant. Il ignorait les causes du décès. Enfin, voilà. Donc, c'est un exemple. Un autre exemple, de quelqu'un qui rêve de rater son baccalauréat. C'est pas un rêve très... C'est ça le problème avec les rêves, c'est qu'ils sont complètement... souvent, ils sont ni queue ni tête, ils sont complètement loufoques, me disent certains patients. Mais en fait, le rêve, c'est l'inconscient. Donc, où là, la nuit, le douanier baisse la garde. Donc, on peut faire sortir certaines informations, mais pas non plus brutes. Donc, elles sont retravaillées. Elles sont déplacées et condensées, pour reprendre les termes de Freud. Mais en tout cas, c'est-à-dire que des détails, par exemple, sont en fait très importants. On pense que c'est un détail, mais quand le patient ou l'analysant se concentre parce que ce détail-là, il l'a retenu, c'est à partir de là qu'il va échafauder quelque chose. Et c'est là où on peut parler des apports de Lacan, par exemple, qui, sur une phrase aussi assez célèbre, où il dit que l'inconscient est structuré comme un langage. Dans l'exemple que vous preniez de cet ascenseur, si on en reste à l'image, on passe à côté de l'essentiel, disons. C'est ça.
Oui, c'est pour ça que je pensais à cet exemple. Comme le baccalauréat raté, c'est en fait le patient disait j'ai raté mon bac. Et c'est le bac qui va d'une rive à l'autre qui est venu derrière. Hein. Et la question, c'était pour ce patient de passer d'une rive à l'autre, c'est-à-dire d'aller mieux, en fait. Et pour lui, il a découvert aller mieux, c'était extrêmement compliqué, en fait. Et que aller mal, ça faisait partie de son économie de vie. Bon. Donc oui, c'est ça, Michel. C'est-à-dire que c'est une autre façon d'envisager l'inconscient. Donc c'est c'est Lacan qui a mis en évidence cette façon-là d'envisager l'inconscient, à partir cette fois-ci des mots, de leurs sons, ce qu'il appelle les signifiants, ne pas rester uniquement au niveau des signifiés, c'est-à-dire la signification. Hein, et que finalement l'idée, c'est que l'inconscient, il se loge dans notre discours même. Que l'inconscient, c'est un autre discours dans le discours, un peu comme un sous-texte. Alors, je trouve que cette vision-là de l'inconscient, elle est très intéressante parce que elle permet de... on la vit vraiment au quotidien. Dans le discours, c'est beaucoup plus... À la fois, on pourrait dire c'est pas très concret. C'est plus concret de s'imaginer l'inconscient comme un lieu précis. Oui, mais non, en fait. Non, l'idée que parce qu'on parle et qu'un mot, c'est un son qui peut avoir plein de significations différentes et que même un mot auquel on donne un sens précis, en fait, il peut avoir un sens... Il est lié à plein de réseaux associatifs de significations différents pour chacun. Là, on peut sentir qu'il y a quelque chose de l'inconscient là-dedans. Et là, c'est un point de divergence avec, par exemple, les approches plus organiques ou plus neuroscientifiques qui aimeraient probablement repérer le lieu dont vous parliez avant, comme un lieu réellement anatomique. Mais assez rapidement, dans les découvertes de Freud et repris par les suivants, c'est pas réellement un lieu anatomique dont il s'agit. C'est quelque chose qui infiltre le tout en étant en même temps intime et en même temps extime, c'est-à-dire un peu extérieur. D'ailleurs, quand les gens disent qu'ils sont un peu à côté de leur pompe, c'est relativement vrai. Je crois qu'on est tous un pied dedans et un pied dehors, un peu. Oui. Est-ce que c'est dans la tête que ça se passe ? Pelin sur un chipster oh, tu verrais ma tête. Le genre de faciès qui pousse à foncer vers les gens s'expliquer. Si tu voyais ma tête, mais voilà, il faut que tu imagines. Autour tu l'as peut-être devant toi tous les jours. Mais tu sais, une tête comme ça, on a beau avoir des bras. Celle qui va bouger quand je te parlerai, juste en face de toi, sans les chandelles si tu ne tiens pas. Parce que si tu voyais ma tête,
patience, petit regard. Cette zigzag qui se tord pour toi. Mais dans le noir encore, je te dirais. Si tu voyais la tête que j'ai, si tu voyais ma petite. Big Mini, ma tête, sur le label Savannah. Alors, nous sommes avec Christine Delbar, psychologue clinicienne, psychanalyste à Mulhouse. Après avoir esquissé ce que pourrait être l'inconscient, il y aurait tellement de choses à dire et on pourrait partir en se perdant dans de la théorie pointue et on pourrait multiplier les illustrations cliniques, les vignettes, comme on dit. Et voilà, bon, on pourrait y consacrer évidemment des heures d'émission. Je voulais vous interroger sur autre chose. On entend souvent des formules toutes faites au sujet de psychanalystes qui, tels des sphinx, recevraient des personnes en souffrance en les regardant sans dire un mot, sans intervenir, comme s'ils étaient de froids spectateurs, un tantinet sadiques d'ailleurs. Il me semble pourtant que de telles façons de pratiquer sont d'une autre époque, non pas qu'elles aient été de mauvaises pratiques en leur temps, mais plutôt qu'elles coexistaient dans une époque où les silences et les rythmes étaient peut-être mieux supportés ou autrement supportés. Qu'en pensez-vous ? Pour moi, oui, un analyste parle et un analyste se tait. Oui, effectivement, vous l'avez évoqué, hein, cette question de l'analyste sphinx, là, silencieux. Mais bon, pour moi, tout dépend du patient face auquel on se trouve, ou derrière lequel on se trouve, si le patient est allongé sur un divan et nous derrière lui. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont au contraire vraiment beaucoup besoin de la parole du psychanalyste. Soutien. Oui, et puis même parfois, c'était un psychanalyste qui s'appelle Wilfred Bion qui disait que il faut pour certains patients être leur appareil à penser, c'est-à-dire qu'il faut remettre en route quelque chose chez les patients. Certains patients sont vides de mots et de représentations, ils sont comme à sec. Et d'autres alors les patients traumatisés en particulier, d'autres patients, ça dépend aussi du moment où on est dans l'analyse, ont besoin de moins de mots, voire même dans certaines fins d'analyse, ont besoin d'un silence de l'analyste. Oui, c'est vrai, mais on ne peut pas faire de généralité. Et le silence de l'analyste, c'est une façon de parler, donc ça ne peut pas être tout le temps, mais au sens où quand l'analyste se tait,
c'est très important également dans le processus du travail analytique. Mais non, par contre, je pense que votre question, elle peut se déployer aussi autrement, c'est-à-dire que plus que la question de se taire, parler, la psychanalyse, dans son dispositif, propose un type de relation qui n'est pas intersubjectif, classique, c'est-à-dire deux personnes qui échangent de moi à moi, d'ego à ego. Non, ce sont un analyste qui, lui, se tait sur sa vie, pour le coup, pas silence absolu, mais enfin, en tout cas, reste très en retrait sur sa vie à lui, sur ce qu'il est, pour laisser la place à la parole de l'analysant, tout ce qu'il a à dire. Donc c'est une forme de dissymétrie dans la relation entre un analyste qui a déjà fait un voyage analytique, parfois plusieurs, et un patient qui l'entreprend. Voilà. J'ai l'habitude de dire que les patients viennent avec une boussole qui a perdu un peu le nord. Oui. Et je me dis que si nous les orientons par trop de questions directives, ils risquent de repartir avec certes un nord, mais qui sera le nôtre. Oui. Et tous ces temps-là sont des temps qui font que, on pourrait dire un peu des temps perdus, parce que plus vite ils pourront retrouver le nord de leur boussole, mieux ce sera. Oui, oui. Et c'est vrai que vous avez prononcé le mot de directif, et l'analyste n'est pas là pour diriger. On dit qu'il dirige les cures, mais il n'est pas du tout là pour diriger le patient, et en même temps, il a un cadre à maintenir pour que ça fonctionne, justement. Et alors, autre chose dont on parle parfois, qui est comme une espèce d'image d'Épinal, quid de la guérison en psychanalyse? Le docteur Juan David Nasio, à ce sujet, soutient que la psychanalyse guérit d'un grand nombre de problématiques névrotiques, qu'elle aide à vivre mieux ou moins mal en tous les cas. Des gens partent parfois avec des souffrances très très intenses et qui leur paraissent incompatibles avec la vie. Que serait alors guérir dans ces cas-là? Est-ce qu'on guérit de la vie elle-même d'ailleurs? Me revient la formule assez célèbre de Freud qui disait qu'une analyse transformait la souffrance névrotique en misère ordinaire. Oui, je pense que c'est très juste. Moi, pour poser des jalons par rapport à cette question, j'ai envie de dire oui. Oui, est-ce que la psychanalyse guérit? Au sens où la psychanalyse permet d'aller mieux. Enfin, c'est évident que pour moi, si les patients qui viennent chez moi se sentent de plus en plus mal, alors il y a des passages, bien sûr, il peut y avoir des passages difficiles, douloureux, mais justement, en tant qu'analystes qui avons nous-mêmes fait une longue analyse et qui avons beaucoup lu, tout ça, on sait que c'est comme dans une randonnée en montagne, il y a des moments où c'est difficile, mais on sait à peu près le passage en question, et on sait que ça va aller. Et globalement, l'idée, c'est d'aboutir à quelque chose où le patient se sente plus tranquille. Là où je nuance tout de même mon propos, c'est que on va faire thèse, antithèse, synthèse, puis c'est bientôt le bac de philo, donc c'est parfait. C'est que non, on ne guérit pas, au sens où on ne guérit jamais de la vie. Vous l'avez un peu évoqué. Moi, cette formule, la vie, c'est la seule maladie mortelle et incurable. Et ça c'est sexuellement transmissible. Et sexuellement transmissible. Je n'avais pas pensé à ça, mais effectivement aussi. Et ça, c'est très important d'entendre ça, parce que le psychanalyste, en psychanalyse, on a un rapport à la question du symptôme qui est très différente d'autres approches psychothérapeutiques ou en développement personnel ou en thérapie cognitivo-comportementaliste, les TCC.
Non pas que l'une soit mieux que l'autre, mais en tout cas, voilà, moi c'est comme ça que je travaille. Elle ne vise pas la même chose. Voilà, on ne vise pas la même chose, c'est-à-dire que l'analyste ne s'intéresse pas directement aux symptômes. On pourrait penser qu'un patient, il vient pour guérir, justement, lui. Il veut qu'on le débarrasse de son symptôme. Et qu'est-ce qui fait qu'un patient entre finalement dans un travail analytique et se sent avancer dans ce travail? C'est à partir du moment où, lorsqu'on lui dit « Bon, d'accord, vous avez fait un burn-out, vous êtes en grosse dépression, mais ici la question était ailleurs. D'accord, vous avez plein de crises de boulimie, c'est vraiment horrible. Mais si finalement la question était ailleurs, c'est-à-dire que le problème, c'est pas la crise de boulimie ou le burn-out, ça c'est comme on dit le sommet de l'iceberg. Alors, je dis pas que ça fait pas du bien quand ça va un peu mieux, bien sûr, mais c'est quand même toutes les questions en dessous je suis qui? Je suis quelle personne? Justement, quel inconscient m'habite qui me conduit à me faire du mal comme ça? À les crises de boulimie, c'est frappant, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, qu'est-ce que ce symptôme dit ou me dit, quoi, hein? C'est ça. D'ailleurs, l'étymologie de symptôme, c'est ça, hein, c'est-à-dire symptoma, quelque chose qui tombe juste, hein, c'est ça. Qui vient pointer. Et en même temps, qui vient montrer que ça ne tourne pas rond. Mmh. Qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je l'avais un petit peu évoqué que le symptôme, c'est aussi une formation de l'inconscient, c'est-à-dire que cet inconscient qui fuite un peu, effectivement, et c'est une formation dite de compromis, c'est-à-dire que on est pris entre une espèce de vérité subjective qui n'a rien à voir avec le moi, hein, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. On est pris entre cette vérité-là et la société dans laquelle on vit, donc le moi, là, qui essaie d'adapter notre vie psychique pour qu'on ne soit pas tous en train de s'entretuer. On est pris là-dedans, et quand le conflit est trop lourd, ça fuite et ça crée un symptôme. Hein. La crise de boulimie, c'est la vie, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui, au lieu de se tourner vers autre chose, se tourne vers une forme d'empêchement de soi, d'empêchement de vivre. L'anorexie, c'est pareil. Hein. Oui, en vous écoutant, je pensais justement à un concept qui est un mot comme ça, qui a plusieurs acceptions, mais qui est celui de jouissance. La jouissance, c'est une sorte d'excès, hein, c'est-à-dire que c'est un peu comme si l'individu visait un idéal. D'ailleurs, c'est intéressant de revenir à la question que Freud posait sur l'origine de la névrose comme étant il avait forgé une sorte de mythe comme ça, d'une satisfaction première extraordinaire que l'individu, enfin que le bébé, aurait connue, aurait perdu, et qu'il continuerait toute sa vie à essayer de chercher. Lacan est venu dire après que cette satisfaction-là, elle était hallucinée, elle était fantasmée. En réalité, elle n'a pas réellement existé. Mais tout se passe comme si on courait après cette jouissance-là. Et dans la société, hein, vous l'avez soulevé, il y a quelque chose aussi d'un pouce à jouir, quoi, hein. Oui. Et je me demande si le symptôme, c'est pas quelque chose qui permet un peu de freiner cette folie comme ça qui partirait dans l'excès. Oui, probablement. Et ça rejoint peut-être... Enfin, pour moi, une psychanalyse, ça ne permet... J'ai dit oui, ça permet d'aller mieux, mais non, ça ne guérit pas, au sens où, pour moi, une psychanalyse, ça permet de prendre la responsabilité de sa vie pulsionnelle. Donc ça rejoint peut-être un petit peu ce que vous dites, c'est-à-dire que lorsqu'on sort d'une psychanalyse, quand on termine une tranche d'analyse, finalement, le symptôme disparaît ou s'atténue ou demeure. Mais, je veux dire, même s'il demeure, il n'est plus vécu de façon symptomatique, lourde. C'est ce qu'on appelle savoir y faire avec son symptôme. C'est ça. Hein, ou comme le disait Colette Solaire, qui est une psychanalyste très expérimentée, elle disait qu'au terme, alors évidemment, on ne sait pas s'il y a un terme à une analyse, hein, fondamentalement, évidemment que non, mais quand ça suffit, quand on s'arrête, la personne qui ne se reconnaissait pas dans son symptôme au départ s'y reconnaît
quoi. C'est-à-dire que ça lui parle. Comme c'est ça. C'est plus étranger à elle et c'est plus l'ennemi à détruire. Et ça pose d'ailleurs parfois problème à l'entourage, au sens où ce sont des patients qui sont plus tranquilles avec leurs symptômes, qui, lui, continuent à poser problème à l'entourage. Je reviens, les addictions, c'est vraiment un bon exemple. C'est pour ça que je trouve que ça parle assez facilement, ces questions donc par exemple de la boulimie, c'est-à-dire des crises qui continuent à exister. Ça va déranger la famille, parce que c'est pas normal, mais finalement, il y a un moment où le patient, il se débrouille jusqu'à ce qu'il constate que finalement ça a disparu. Mais donc voilà, ce que vous aviez dit par rapport aux symptômes qui permet de... Comment vous aviez dit ça par rapport à la vie en société ? Oui, qui correspondait à une sorte de digue, Oui. de digue pulsionnelle, c'est-à-dire Oui. quelque chose qui freine la tentation, cette tentation qui a toujours à voir avec l'idéal, c'est-à-dire d'aller vers un maximum de rentabilité, un maximum d'excitation, une jouissance à tout prix. D'ailleurs, les publicités, c'est un peu dans ce sens-là. Vivez et jouissez en haut débit de manière illimitée. Oui, et la psychanalyse, alors bien sûr, elle travaille sur le sujet singulier, c'est pas quelque chose qu'on peut... c'est pas une solution globale. Tout le monde en psychanalyse, comme ça, on va tous arriver à gérer notre vie pulsionnelle et on va tous plus avoir besoin des symptômes, puisque l'aboutissement, c'est tout de même que une fois qu'on est plus tranquille avec sa vie intérieure, inconsciente, le symptôme, il perd vraiment beaucoup, beaucoup de son utilité, quoi. Ça peut pas être une solution pour tout le monde, mais je pense que le fait que la psychanalyse existe permet quand même d'humaniser encore davantage. Et donc, il y a des thérapies qui vont travailler sur le moi, c'est-à-dire adapter la personne à la société, adaptation du moi, ce qu'on appelle les égothérapies. La psychanalyse, c'est pas une thérapie du moi, c'est une thérapie du jeu, ce fameux jeu que Lacan a mis en évidence. JE. JE, tout simplement, oui, pas JEU. Dans l'idée que le patient, finalement, certes, il ne s'est pas adapté avec son moi au diktat normatif de la société, mais il est plus tranquille à l'intérieur et bizarrement, souvent, les relations sociales qu'il va entretenir à l'extérieur vont être beaucoup de plus agréables, la personne devient moins impulsive, la personne devient plus tranquille, quoi. Alors, je ne sais pas si vous aviez entendu Fabrice Lucchini parler lors d'une pièce là, qui est représentée, et à la fin, quelqu'un du public lui pose, il discutait comme ça à bâton rompu, quelqu'un lui dit vous qui avez fait une très longue analyse, ce qui est vrai, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Et Fabrice Lucchini dit je suis beaucoup moins pénible à vivre pour les autres. C'est ça. C'est ça. Et, pardon, mais peut-être aussi pour lui-même. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Mais oui. Oui, Alors, finalement, c'est presque une manière, vous y avez répondu d'une façon presque déjà ciblée sur cette question. La psychanalyse vous paraît-elle encore garder sa subversivité depuis son invention par Freud, là, en 1900 puisque à l'époque déjà elle avait bousculé les ordres établis, les faux semblants. Freud avait parlé de sexualité infantile, du complexe d'Oedipe, de perversion, de pulsion de mort, de ce narcissisme de tous ces humains déjà vexés à l'époque par Copernic et par Darwin. Est-ce que la psychanalyse est toujours subversive à notre époque ? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Mais je pense que je vois un peu de quoi vous voulez parler. Oui, donc vous venez d'apporter beaucoup d'éléments qui montrent comment Freud était effectivement, pour le coup, très subversif, puisqu'il a été tout de même le premier à dire que les hystéries féminines n'étaient pas d'origine somatique, mais psychique, et d'aller chercher cette question du conflit intrapsychique, donc comme on l'a un peu évoqué, entre l'inconscient, le gardien de l'inconscient et l'extérieur, et le moi, on va dire. Il a été le premier à parler du corps
du corps d'une façon pulsionnelle, psychisée. Et ça, c'était révolutionnaire. Et la question de la sexualité qui a été prise au pied de la lettre, c'est-à-dire comme si tout devait être génital, mais ce n'est pas de cette sexualité-là dont il s'agit. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais puisque nous sommes sur la question de la parole, je vous propose d'écouter Tuxedo-Moon, In a Manner of Speaking. Speaking, I just want to say that I could never forget the way you told me everything by saying nothing. In a manner of speaking, I don't understand how love in silence becomes reprimand, but the way that I feel about you is beyond words. Oh, give me the words, give me the words that tell me nothing. Tell me everything. In a manner of speaking, semantics won't do. In this life that we live, we only make do. And the way that we feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just want to say that like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Oh, give me the words, give me the words that tell me nothing. Alors, toujours avec Christine Delbarre, nous étions en train de parler de la subversion que représentait la psychanalyse, toujours à notre époque, et ça depuis son origine. Et vous parliez de l'histoire de la sexualité, du fait que tout n'était pas génital au sens, Oui. comme une sorte de focus sur le sexuel. D'ailleurs, il y a une formule freudienne tout aussi célèbre qui dit que dans la vie, tout n'est pas sexuel, mais que le sexuel se mêle de tout. C'est ça, oui. Oui, quand Freud a mis en avant la question de la sexualité, il parle de la libido, d'une énergie libidinale, il parle de l'éros, et ça commence
dès la naissance, mais évidemment, on n'est pas dans la génitalité. C'est ce qu'il appelle la sexualité, enfin, le sexuel, c'est ce mouvement de vie, en fait, qui fait qu'on n'est plus dans l'autoconversation, c'est mignon, dans l'autoconservation, mais on est dans la question de la puissance créative, quelque chose. Mais on est des corps, et on est des corps sexués. Donc ça passe à travers un corps sexué. Pour le petit enfant, c'est d'abord la bouche, c'est l'anus. Ensuite, il va s'intéresser à son sexe. Et avant que tout ça s'organise dans une sexualité génitale, on va attendre la puberté. Donc c'est un processus très long. Mais donc ça, c'est subversif. Et quelque part, ça le reste aujourd'hui parce que ça a souvent été très mal compris. Mais pour moi, la subversion de la psychanalyse aujourd'hui, elle se situe aussi à plein d'autres niveaux et pas seulement à ce niveau-là. Elle se situe, par exemple, dans le fait que, en tant que psychanalyste, moi j'ai beaucoup de mal avec les étiquettes, les diagnostics. On est dans un monde où on essaie tout de même de mettre des étiquettes sur tout. Pour les enfants, le trouble d'hyperactivité avec déficit d'attention, les hauts potentiels intellectuels, on en a beaucoup maintenant. Donc la question de l'hyperactivité, je l'ai déjà mentionné. D'autres étiquettes plus pour adultes, le bipolaire. Alors, je ne dis pas que ces étiquettes et ces diagnostics n'ont pas leur raison d'être, mais la psychanalyse propose autre chose, c'est-à-dire qu'une étiquette, c'est quelque chose de général. C'est juste un mot. À la limite, on dirait Michel, vous êtes très timide. Bon, voilà, je vous ai mis une étiquette, c'est pas vrai, mais bon, voilà. Ok, d'accord, on fait quoi avec ça? Alors moi, par exemple, je suis bipolaire, d'accord, mais je fais quoi alors? Est-ce que je vais rester comme ça, bipolaire, toute ma vie? Peut-être, mais la psychanalyse propose de ne pas oublier la singularité du psychisme humain, habité par un inconscient qui transparaît dans notre discours et que interroger cet inconscient, ça permet, quel que soit ce dont on souffre officiellement ou non, de se sentir quelqu'un, on va dire, pas moi, non, quelqu'un entier, corps et âme, pas complet, mais à peu près entier. Voilà. Pour moi, ça reste très subversif. Et il y a eu un engouement pour la psychanalyse dans les années 70, du temps de Lacan. C'était peut-être même trop, moi j'en sais rien. J'étais déjà vivante à ce moment-là, mais je ne m'intéressais pas vraiment à ces questions-là. Mais c'est un espèce de balancier, en fait. Et là, on a basculé dans un anti-psychanalyse maintenant. Je me dis que petit à petit, on va se rendre compte que, non, un monde uniforme où on aurait en fait une réponse. On désigne quelque chose et on a la réponse. Bon, alors, on dit un diagnostic, on ouvre le tiroir avec le traitement. Ça serait peut-être bien, mais encore, alors non, on serait tous des robots. On tomberait à ce moment-là du côté de la signification dont vous parliez un petit peu au début. On ne serait pas dans quelque chose qui ouvrirait à plusieurs sens et qui permettrait à la personne d'essayer de trouver son chemin là-dedans, de frayer sa voie, VOIE ou VOX. Mais on serait dans une signification, d'ailleurs, qui n'est pas étonnante que ça fasse écho avec notre époque, où le numérique ou le binaire sont si prégnants, quoi. C'est-à-dire une chose doit signifier ceci et pas autre chose, quoi. Oui, oui, et aussi le fait qu'il n'y a pas de causalité psychique unique. Il n'y a pas de causalité psychique unique. C'est hyper important. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la maladie somatique classique, je vais dire, où voilà, j'ai des boutons rouges, je fais le diagnostic différentiel, c'est une rougeole, je sais ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire grand-chose. Voilà. Là, c'est pas pareil. Un patient qui arrive avec des symptômes dépressifs ou des symptômes phobiques, mais alors oui, son symptôme ressemble à celui du voisin d'à côté parce qu'il a peur de monter dans les trains comme le voisin d'à côté. Mais c'est pas du tout la même histoire qui est en dessous.
C'est pas du tout la même vie inconsciente. Donc, on ne peut pas appliquer comme solution de soins à cette personne dépressive la même qu'au voisin dépressif, parce qu'ils ne sont pas là pour les mêmes raisons. Ça, pour moi, ça reste très subversif. Donc, et la psychanalyse le porte. Vive le sur-mesure et pas du prêt-à-porter. C'est ça. Du prêt-à-penser. Ça me fait penser à Julia de Funès, qui a écrit un livre, Le développement impersonnel. Au sens, le développement personnel peut aussi être très utile par moment, mais ça reste malgré tout quelque chose qui parfois est appliqué un peu comme des règles. Et c'est vrai que on parlait du silence tout à l'heure. Certes, je ne suis pas pour ou contre le silence. Pour moi, la question n'est pas bien posée. Mais par contre, un psychanalyste n'est pas un coach. Un psychanalyste n'est ni un coach, ni un compatissant, enfin quelqu'un qui va remonter les oreillers dans le dos en disant « vous inquiétez pas, ça ira mieux demain ». Il n'a pas à être directif, il n'a pas... Alors oui, ça m'évoque l'idée d'un psychanalyste comme étant un guide qui suit. Quand vous parliez de coach, ça m'a fait penser à ça. C'est un guide qui suit, pas qui précède, comme pourrait l'être un coach ou comme pourrait l'être un guide de haute montagne, mais qui suit, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà eu aussi l'expérience de la traversée ou du chemin de l'inconscient et qui va accompagner, mais qui ne précédera pas parce qu'il ne sait pas de quoi il en retourne. Exactement. Pour lui. Et ça me fait associer avec l'idée du savoir. C'est impressionnant à quel point nous sommes dans une époque où nous pâtissons du savoir, quoi. En réalité du manque de savoir, parce qu'il y a toujours quelque chose qui échappe, mais à quel point nous sommes dans une sorte de soif de contrôle et de réponse univoque pour que le savoir ne soit pas troué. C'est un peu comme ça. Et ça rejoint ce que vous rappeliez aussi, c'est-à-dire on ne veut pas que le savoir soit troué, c'est l'idée de retrouver cette espèce de paradis perdu qui en tout cas est dans la Bible, avant que cette horrible Ève... Ah, c'était elle alors. C'était elle. Ah, okay. On mange le fruit de la connaissance. Alors, voilà, d'accord, on a perdu le paradis, mais on a gagné la connaissance. Les deux ne sont pas compatibles. On peut ne pas... Voilà. Et c'est pour moi, la psychanalyse, elle repose cette question à chaque fois. La question de la perte. Perte donc du rêve qu'un jour on pourra savoir. Perte du rêve qu'un jour on pourra être complet. Ça c'est Platon, déjà, qui n'était pas psychanalyste, mais dans le banquet, ces personnages scindés en deux qui cherchent leur moitié pour être complets à nouveau. C'est ça. Et c'est vrai, Freud avait peut-être raison, enfin, ça évoque la dyade fusionnelle, mère-enfant, fonction maternante-enfant, ça peut être le père, voilà, à la naissance, et on voit le bébé tété qui a l'air complètement... très bien, voilà, on peut imaginer une insouciance comme ça, mais ça n'a jamais existé, et ça n'existera jamais. Et puis aussi, ce que je trouve subversif dans la psychanalyse, c'est la question du temps. C'est-à-dire que en analyse, on prend le temps, et si on ne peut pas accepter que ça va prendre du temps, et que le temps n'est pas qu'un luxe, le temps est nécessaire, c'est difficile de faire une analyse, c'est clair. Au fond, c'est consentir à la perte de quelque chose. Perte qui est d'ailleurs la condition du désir. On retombe là sur ce que vous avez évoqué au sujet des pulsions, pulsion de vie, pulsion de mort. Le désir est du côté de la pulsion de vie. Si on veut faire la peau au temps, alors on lui fait la peau pour de vrai, et du coup ça s'arrête, et c'est la mort. C'est ça. Ça. Ouais. J'avais envie de faire un petit écho, si je puis me permettre. Je pensais à cette question du paradis perdu et à la question de la jouissance en psychanalyse. Alors, je ne suis pas psychanalyste, mais j'ai les oreilles affûtées et un certain parcours de vie. Je me disais que finalement, ce paradis qui est une jouissance permanente, quelle chance de l'avoir perdu. Parce que ce fruit défendu, quelle belle castration. C'est ça. Il n'y a pas longtemps, très juste ce que vous dites, il n'y a pas longtemps, quelqu'un me dit j'ai vu sur une pierre tombale l'épitaphe suivante, il avait atteint tous ses objectifs. Quel malheur.
Oui, mais oui. Je me suis demandé si c'était peut-être pas ça qui l'avait tué, au fond. Hein. Oui. Un manque de manque, quoi. Alors, on arrive au terme de cette émission. Je souhaitais, Christine Delbar, vous poser une question encore. Il y a parfois des analysants qui disent j'ai encore une question à vous poser. Donc je leur dis ah bon qu'une. Donc moi j'ai encore plein de questions à vous poser, mais une dernière pour cette émission. Qu'est-ce qui vous anime toujours, vous, à soutenir cette place de psychanalyste qui est quand même pas facile? Freud disait que c'était un des 3 métiers impossibles à mener à bien, avec celui d'éducation et celui de gouverner. Qu'est-ce qui vous donne encore la pêche ou la frite? Je dois avoir faim. Je dois avouer que j'ai beaucoup de mal à répondre. C'est ce qu'on appelle le désir d'analyste, hein, désir d'analyse et désir d'analyste au sens où une espèce de... Voilà. Comme je dis, je suis tombée dans l'analyse comme Obélix dans la potion magique. Il y a de ça donc une 30aine d'années maintenant. 25-30 ans, oui. Je ne sais pas. Alors bien sûr, il y a ces moments absolument jouissifs où tout à coup, quelque chose s'entend. Enfin, le patient entend quelque chose. Ou moi, une ouverture. J'entends quelque chose et je leur dis. Et là, le patient se tait et dit oui, c'est ça. Mais voilà, ça c'est une dimension presque un peu égocentrique. Mais ça a été au départ, en tout cas, peut-être aussi pouvoir proposer à d'autres ce que mon analyste m'a proposé et qui, pour moi, m'a rendue vivante. Inscrire ça dans une transmission, oui. dans une chaîne, oui. Comme dans la chaîne du discours, au fond, qui à la fois libère. J'aime beaucoup l'idée des liens qui libèrent, oui. Cette maison d'édition. Et oui, je citerai un analyste strasbourgeois, Jean-Richard Freiman, qui un jour m'a dit le désir que j'ai encore, après tellement d'années de ce métier, c'est que mon analysant ait du désir. Un désir de désir. Moi, j'ai trouvé ça très juste. Oui. Oui. Enfin, c'est un métier passionnant. Et voilà. Eh bien, je crois que vous nous avez fait passer ça dans cette heure de discussion. Merci beaucoup, Christine Delbar, d'avoir accepté cet exercice pas facile de parler de ce métier impossible. Merci beaucoup, Michel et Nicolas. Toujours discret à la technique, mais efficace. Merci à vous. Si vous entendez cette émission sur une autre radio que Pinot, c'est qu'elle vagabonde. À bientôt. Le dit ne va pas sans dire. Une émission proposée par Michel Fournier. Parce que chaque mot est important, je le grave en italique. Je viens de là où la vigne tient qu'à une trajectoire d'objets métalliques. Là où la corruption n'est qu'une gangrène métastase. Où on te vole tout, même les points à la fin de tes phrases. L'opinion publique paraît cynique, indifférente. Dénoncer le mal et faire le bien sont deux choses différentes. Je vais pas vous charmer, j'ai le cœur décharné. Depuis que mon peuple est sorti des charniers.